Tu vois, pour revenir déjà au système qui broie littéralement les personnes. Moi, je vais te dire, quand j'étais à l'école, je pense que j'ai commencé à réfléchir à l'absurdité, tu sais, façon kafkaïenne, hein, de Hmm. l'école à 8 ans. Je regardais comment on était assis tous, tu sais, sur nos chaises, comme ça, assis pendant des heures et des heures. Donc, tu as juste la tête qui doit fonctionner. Et encore, écouter quelqu'un parler pendant des heures, changer comme ça de matière à chaque fois, et être sur la même table, une petite table carrée, avec une trousse où tout le monde a une liste de choses à avoir dans la trousse qui doit être la même. Bienvenue sur Terra Incognita, le podcast qui explore et qui explique la complexité du monde. Salut à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous accueillir sur ce deuxième épisode de Terra Incognita, un podcast dans l'univers de Terra Typique, avec lequel je vous propose de voyager ensemble à la découverte de concepts peu ou mal explorés dans notre paysage médiatique. Aujourd'hui, ce sont deux concepts croisés et chers à mon cœur que nous allons explorer ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, de transmission, de formation, la raison même qui m'a poussé à me lancer dans cette aventure podcastique. Qu'importe de comprendre des concepts, d'accumuler des savoirs multiples et de mettre du sens dans ce que nous percevons, si cela ne sert, en définitive, qu'à flatter notre propre ego devant question pour un champion. Car oui, sans transmission des savoirs et des expériences de vie, les progrès scientifiques et technologiques, l'art, la compréhension du monde, tout cela n'aurait aucun sens car ces avancées disparaîtraient avec nous. Isaac Newton disait « Si j'ai pu voir plus loin, c'est que je me tenais sur les épaules de géants ». Pour ma part, je rajoute à cela que si les géants ne se baissent pas, il sera alors impossible de grimper sur leurs épaules. Et de nos jours, les savoirs se croisent, s'entrelacent et s'hybrident, poussant les découvertes, les concepts et les complexités encore plus en avant. On ne peut plus penser en silos, cloisonner les matières, les savoir-faire et les savoir-être. La transversalité est la clé des évolutions vertueuses de nos sociétés. C'est en prenant de la hauteur sur les différents domaines de la vie que l'on peut découvrir des passerelles possibles avec d'autres connaissances, d'autres secteurs. Introduite en 72 par Frederickson et Rothney, la multipotentialité désigne ces personnalités ayant des appétences très fortes dans des domaines éclectiques et qui sont capables de créer des endroits d'innovation que personne n'avait imaginé avant. Multipotentiel, slasher, scanner, polymath, les différents termes s'accumulent pour désigner ces franges de la population et ce concept doit être manié avec prudence car aucune définition claire n'a été établie par les neurosciences. Mais venons-en maintenant à celle qui, aujourd'hui, mènera avec moi l'expédition Terra Incognita. Elle-même polymathe, ou alors j'y connais rien du tout, et animée de très fortes valeurs autour de la transmission et de l'éducation, elle a déjà eu 1000 vies. Journaliste, manager, entrepreneuse, formatrice, chargée de cours à la Sorbonne, directrice stratégique dans les solutions numériques. La liste est si longue que je pourrais passer l'entièreté de cet épisode à vous énumérer ses expériences. J'ai l'immense honneur d'accueillir l'inspirante, la pétillante, la captivante Esma Ben Saïd. Bonjour Esma, comment vas-tu? Salut Florian. Ça va très bien et toi? Ben, ma foi, ça va très très bien aussi. Je suis ravi de t'accueillir sur l'aventure Terra Incognita. Voilà, pour ce deuxième épisode, je trouve ça super chouette de parler de toi, de ton parcours, de tout ce que tu représentes. Merci infiniment. C'est un très grand honneur pour moi d'être sur ce podcast. Alors, merci pour ton introduction. J'avoue qu'en t'écoutant, je me suis dit, waouh! J'adore cette manière de présenter les choses et de présenter les personnes aussi. Et en même temps, pression pour moi parce que je me dis, oh là là, j'ai eu toutes ces vies. Je m'en rends pas compte. Et oui, tu as eu toutes ces vies, tu as eu toutes ces vies. Quand on cherche un petit peu sur Internet avec le nom Esma Ben Saïd, la liste est longue. La liste est très longue de plateformes et d'expériences différentes qu'on peut découvrir et c'est tant mieux. Est-ce que Ouais, tu bah, veux bien pour nos auditeurs et nos auditrices, du coup, te présenter un petit peu, présenter justement de manière résumée ces 1000 vies et ces projets qui t'animent?
Ouais, et alors, je vais essayer de faire cet exercice qui, je l'avoue, n'est pas très simple pour moi parce que à chaque fois qu'on me demande de me présenter, justement, je ne sais pas comment faire parce que je suis toutes ces facettes que tu as présentées. En fait, je pense que je me considère surtout comme une exploratrice de la vie, dans le sens où je suis une grande amoureuse du savoir, je suis une personne très curieuse et je suis ce qu'on appelle une touche à tout, mais en même temps, je touche vraiment avec le cœur, avec l'esprit et avec un regard d'enfant à chaque fois que je commence quelque chose. Donc, tu le disais tout à l'heure, j'ai navigué entre, enfin, j'ai fait de la stratégie politique, du journalisme, de l'enseignement, du digital et maintenant de l'entrepreneuriat. Et, euh, et tu vois, souvent, on a pensé de moi, enfin, je vois dans ma famille ou mes amis que j'étais une personne éparpillée, alors que moi, j'ai juste l'impression d'être une personne très riche, tu vois, d'avoir eu d'être un peu l'héroïne de ma vie, dans le sens où, à chaque fois que j'ai été passionnée de quelque chose, et ben, je l'ai fait avec beaucoup d'intensité. Donc, quand je me suis lancée dans la politique au début, enfin à la fin de mes études, donc moi j'ai fait des études de lettres, donc j'ai fait une prépa littéraire, puis une licence de lettres modernes, parce que j'adorais lire et écrire et je pensais que je voulais être écrivain. Donc, ça a été une première vie où j'ai essayé comme ça de participer à des petits concours d'écriture, etc. Bon, ça n'a pas duré, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je me suis dit que bah non, mais moi, en fait, je veux changer le monde. Donc, je veux faire de la politique. Je pensais que c'était vraiment, enfin, que j'allais me retrouver à l'ONU, résoudre des conflits mondiaux, que j'allais prôner la paix, leur dire, mais attendez, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et donc, je suis allée, enfin, j'ai fait des études de relations internationales et d'intelligence stratégique. Et j'ai fait ma première mission de travail, c'était de travailler donc dans le domaine politique. En plus, en Tunisie, c'était à l'époque de la révolution tunisienne. Et comme je suis d'origine franco-tunisienne, et ben pour moi, waouh, à la fois aller à la recherche, enfin, tu vois, aux retrouvailles par rapport à mes racines, etc., apprendre l'arabe, découvrir une nouvelle culture dont je n'avais que des bribes, entre guillemets, tu vois. Et en même temps, faire de la politique, ce que j'adorais. Donc, pour moi, c'était une grande expérience. Finalement, ça a duré moins d'un an avant que je me rende compte que j'aimais pas tant que ça la politique. J'aimais partager, j'aimais défendre des choses, j'aimais avoir des combats, mais je n'aimais pas les appliquer de la manière dont ça l'était chez beaucoup de gens. J'aimais pas la course au pouvoir. Tu vois, moi, j'ai pas un esprit de enfin, si j'ai un esprit de compétitrice quand il s'agit de jouer à Tetris ou à des jeux, tu vois, sur la Play, mais dans la vraie vie, j'aime partager et j'aime pas forcément gagner, enfin, j'aime gagner en groupe. Bref. Donc je me suis dit, bon, bah, en fait, non, la politique, c'est pas tout à fait pour moi. J'ai cherché autre chose. Et là, bah, c'est souvent le concours de circonstances, c'est opportunités qui se présentent à toi. Et quand tu restes un peu comme ça, l'esprit ouvert, tu vas faire des belles rencontres qui peuvent te guider vers de la nouveauté. Et moi, j'aime beaucoup la nouveauté. Et concours de circonstances, je me suis retrouvée à passer un examen à l'écrit à l'Institut français en Tunisie, puis un oral, etc. Et je me suis retrouvée à enseigner. Donc là, premier jour devant une classe d'enfants de 10 ans, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'avais la pression quand même, parce que j'avais plus peur qu'eux, tu vois. Ils étaient là, bonjour madame, bonjour maîtresse et tout. Je fais, mais comment je me suis retrouvée là-dedans? Et en fait, grosse révélation pour moi. C'était sincèrement un des meilleurs jours de ma vie. Je ne sais pas, je me suis connectée à ma part de créativité ou de génie, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'étais vraiment à ma bonne place. Et là, je passe une année absolument incroyable et je me dis, mais j'adore enseigner. C'est moi, tu vois, c'est facile, c'est fluide, c'est évident, chaque heure de cours, pour moi, je le faisais vraiment avec beaucoup de passion. J'adorais voir les enfants s'épanouir, pétiller, partager, se dépasser, etc. Et puis, tu sais, moi, je fais partie d'une génération, je pense que peut-être que toi aussi, très fan du Cercle des Poètes Disparus et de tous ces trucs un peu, tu sais, ou des écoles, enfin, de Harry Potter et compagnie. Donc, pour moi, voilà, je voulais créer l'école idéale. Tu sais, déjà, c'était à l'époque en 2013. Ça remonte. Bref, donc j'ai adoré enseigner et j'étais censée y passer juste une année. Sauf que bah, ça s'était tellement bien passé qu'on m'a proposé de prolonger. Donc 3 ans après, j'étais toujours là-bas.
Et en même temps, j'avais commencé à enseigner aussi à l'université. Et là, pareil, bon, je me retrouve, à l'époque, je sais plus, j'avais 25 ans peut-être, face à des étudiants, certains étaient plus âgés que moi parce que j'enseignais à des quatrième années en école d'ingé. Et au début, pareil, pression toujours, Mm. mais challenge, défi et évolution pour moi, pour eux. Enfin, tu sais, ça se co-construit, hein. Enfin, on reviendra là-dessus, ma vision de l'enseignant et de ce qu'il doit faire. Mais j'ai beaucoup évolué grâce à ce métier, puis j'ai adoré. Vraiment, ça a été, il n'y a pas un jour où j'ai pas aimé ce travail. Euh, mais en même temps, j'avais une situation où j'étais à l'époque vacataire, donc pas hyper bien payée. T'es pas payé pendant les vacances, les congés, etc. Et puis, si tu as envie de mener une vie où tu voyages, où tu explores d'autres endroits, etc., bah, il faut avoir quand même une assise financière, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bon, il faut que je complète mon salaire par voilà, un autre job et tout. Et là, je trouve un poste dans un petit journal local. Au début, ça commence comme ça pour écrire quelques petits articles. Et sauf que, nouvelle passion, je me rends compte, bah, je te rappelle que j'aime écrire, que j'aime transmettre, que j'aime la politique et, enfin, et tout ce qui touche voilà, à l'actualité internationale et tout. Et donc là, je me dis, waouh, mais c'est le job de ma life, je suis faite pour ça. Donc, je commence le journalisme, au début dans un petit journal local, puis par concours de circonstances encore une fois, et puis concours tout court. Je passe des examens, voilà, je suis prise dans une agence de presse internationale où on demandait des profils qui étaient spécialisés sur l'actualité africaine, chose que je n'avais absolument pas. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Nouveau challenge, nouveau défi, on va apprendre. Donc, et puis, on a la chance aujourd'hui de vivre à une époque où tout le savoir est accessible. Donc, à toi de faire l'effort vraiment d'emmagasiner des informations, enfin, tu sais, de développer ton esprit critique, d'aller à la recherche des infos, etc., etc. Et donc je fais ça. Là, je me spécialise voilà, sur l'actualité de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. J'avais un réseau de correspondants. Donc, je commence rédactrice dans une agence, je faisais une agence de presse, donc dans un desk. Et petit à petit, pareil, je gravis les échelons, je me spécialise, etc. Et puis, je passe 5 ans là-bas. Et j'ai adoré, pareil. Enfin, chaque jour, vraiment, je travaillais avec la même passion. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis après, j'ai eu envie de rentrer en France pour des raisons personnelles. Et, euh, et en arrivant, je me suis dit, bon, ben, j'avais pas spécialement envie de faire du journalisme en France à cette époque-là. Mm. Et en même temps, je savais pas trop quoi faire. Et puis, je me disais, mais allez, quelle nouvelle vie? Des rencontres, etc. Et je me retrouve dans une boîte d'assurance. Donc, rien à voir. Ah, je l'avais pas eu cette Oui, info-là j'avais pas noté. de l'assureuse. Et je me retrouve à vendre des, tu sais, des assurances, des décennales et tout. Enfin bref, je reste pas très longtemps, presque une année. Mais c'était très chouette. Après, j'avais beaucoup de... En fait, on m'a pris parce que justement, j'avais un profil très polyvalent, que j'aimais faire plein de choses et j'ai apporté, on va dire, un souffle nouveau à cette agence. Donc, on m'a laissé faire plein de propositions. Ça allait de la décoration d'intérieur à comment proposer des nouveautés pour les salariés, pour la cohésion d'équipe, etc., à une partie commerciale. Enfin bref, j'étais dans la direction, etc. Bref, c'était, encore une fois, beau challenge. Et cette expérience m'a permis aussi bah, de proposer mes services à une agence. Cette fois, c'était dans le secteur du digital. Donc, pareil, qui cherchait un profil comme le mien. Et, euh, et là, j'ai passé quasi 5 ans. Tu sais, quand je dis les chiffres comme ça, j'ai l'impression d'être proche de la retraite maintenant. D'avoir eu 1000 vies. Mais c'est passé tellement vite. Donc, donc là, je me rends compte que j'adore la technologie, les nouvelles technologies, l'innovation. Mais vraiment, ça m'a passionnée. Et je continue encore, d'ailleurs, avec eux, mais maintenant plus en tant que consultante. Et donc, créer des sites web, des applications, etc., rencontrer de nouveaux clients. J'ai beaucoup aimé ça, mais en même temps, à l'époque, ça me manquait déjà l'enseignement. Donc, j'ai repris avec bah, tout le background que j'avais. Donc, c'est là que j'ai pu postuler à la Sorbonne et que je donne des cours au Master 2 de journalisme en actualité internationale. Ça fait à peu près 4 ans que je fais ça.
Et pareil, grosse passion, parce que moi j'adore les étudiants, je les trouve vraiment incroyables. Tu sais, j'ai pas le même discours du style oh, la nouvelle génération, ils sont ça, c'est pas vrai, parce que moi je les vois, la nouvelle génération, ils sont tellement rapides. Ils ont beaucoup de conscience. Tu vois, ils se posent de vraies questions sur l'éthique, sur la quête de sens, sur leur place et tout. Enfin, bref, moi je les admire beaucoup et je les aime beaucoup. Et donc tout ce mélange, il y avait quelque chose en arrière-plan de tout ça depuis toujours, et déjà depuis 2013, où j'en parlais souvent, c'est que j'avais envie de créer mon propre projet qui était un milkshake de toute mon expérience, on va dire. Et, euh, et toujours dans la transmission, dans le partage, dans l'apprentissage. Parce que le fil conducteur de tout ça, c'est que moi, j'adore apprendre. Hmm. J'adore découvrir de nouvelles choses. Je te le disais, je suis une exploratrice. Je suis pas hyper intelligente, etc. C'est pas relié à l'intelligence, c'est relié vraiment à l'ouverture d'esprit, je pense. Enfin, dans mon cas, en tout cas. Euh, et, au courage quelque part aussi, tu vois, de pouvoir chambouler les choses et de changer parce que souvent ça peut faire peur. Et pareil, je pense qu'on reviendra dessus, un peu lié à la multipotentialité, hein, la peur. Et en fait, donc dans tout ça, je me suis dit, mais moi, comment je peux traduire qui je suis, ce que j'aime, au plus grand nombre, sachant que j'adore apprendre, mais j'adore partager. Je veux que d'autres personnes puissent avoir un espace où ils peuvent partager aussi ce qu'ils ont à cœur de partager. Et je me suis dit, bah, je vais créer ma propre école. Voilà, c'est une école qui correspond pas au système classique, parce que, pareil, le système classique, bon, il y a beaucoup de choses à dire dessus aussi. Et en même temps, qui soit ouverte à tous, parce qu'on a envie d'apprendre, qu'on ait 8 ans ou 90 piges, on a toujours envie, on a toujours des choses à apprendre. Et c'est vraiment une vraie caractéristique de l'humain. Et en même temps, je veux qu'on puisse transmettre, partager, tu vois, que ce soit collaboratif, etc. Et donc, j'ai fondé Acropolia en 2021, en parallèle de tout ce que je faisais à côté, tu vois. Et donc, et Acropolia, c'est vraiment, voilà, euh, un espace d'expérimentation. Tu vois, quand je présente Acropolia, alors j'ai pitché devant des centaines de gens complètement différents, et j'ai jamais pitché de la même manière. Et j'ai jamais réussi à expliquer ce que c'était Acropolia, dans le sens où des fois j'arrivais, je disais, c'est une école nouvelle génération. Ce qui est vrai, pour moi, c'est une école nouvelle génération. Sauf que quand tu dis ça comme ça, on pense que tu t'adresses à des enfants de 10 ans. Hmm. Donc après, comme je veux présenter ça devant des entreprises, je dis, c'est un organisme de formation. Mais ce qui est faux, ce n'est pas que un organisme de formation, parce que la première question qu'on me pose, c'est, vous êtes Calliope? Alors oui, on est Calliope, mais aussi on a l'agrément du ministère de l'Éducation de jeunes entreprises innovantes, parce que j'ai fait beaucoup de recherche et développement pour créer Acropolia dans la forme qu'elle a aujourd'hui, tu vois. En même temps, voilà, si je dis, bon, bah, c'est une académie en ligne, c'est vrai, mais pas que, parce qu'on propose aussi des voyages pour vraiment ancrer l'apprentissage, tu vois. Donc, hier, je me disais, en préparant, enfin, en me disant, bon, bah, qu'est-ce que je vais dire demain à Florian quand il va me demander c'est quoi Acropolia? Je vais dire, bah, écoute, c'est une communauté de formateurs et de formatrices que j'ai rencontrés à travers mon expérience et à travers voilà, des événements, etc. Des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont la même envie de transmettre, de partager, qui croient en la bienveillance, en la cohésion, en la croissance et individuelle et collective. Et donc, ils proposent eux-mêmes chacun des parcours de formation, donc des formations que ce soit en ligne ou en présentiel, principalement sur les compétences comportementales, donc la compréhension de soi, ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise les soft skills, mais aussi compréhension de l'autre, et compréhension du monde d'une manière générale. Donc, ça touche aussi bien à soi qu'à l'entreprise. Ça touche à des compétences liées au RH, à la compta, enfin bref, à plein de choses. Comment devenir entrepreneur, comment s'améliorer, comment gérer son temps, son stress. Enfin, tu vois, ce qu'on va retrouver dans plein d'endroits, mais la manière dont on le propose,
diffère parce que les individus qu'ils proposent, eh ben, ils le proposent encore une fois avec le cœur, avec Mm. l'esprit. Et voilà, donc aujourd'hui c'est ça, Acropolia. En même temps, c'est une approche éducative qui se base beaucoup sur la gamification parce que le jeu, on le sait, enfin, euh, l'humain adore jouer. Quand on est petit, il n'y a rien de mieux pour apprendre que de jouer. On joue tous, c'est la première chose qu'on fait, même en étant seul. Tu sais, on te met dans un salon avec une bouteille d'eau et je sais pas moi, deux mouchoirs, et ben tu vas inventer un truc, tu vas créer. Et donc le jeu, les neurosciences, donc je travaille aussi avec des docteurs en neurosciences, etc., parce que comprendre son cerveau, qui est cette super machine absolument incroyable et fascinante, et qu'on ignore pour la plupart d'entre nous, parce qu'on ne nous apprend pas à utiliser notre cerveau véritablement, tu vois. Donc ça, voilà, c'est un peu notre approche, et voilà, comprendre les dynamiques humaines, tout simplement. Tu me dis si je parle beaucoup, parce que je me rends compte là, Mais je- tant mieux, c'est que tu as des choses à dire et c'est hyper intéressant. Moi, ça me passionne de t'écouter présenter ton parcours et ton projet. Il y a plein de Merci. choses, vraiment plein de choses qui font Ouais. écho en moi, hein. Alors déjà sur l'aspect personnel, enfin tu vois l'aspect prépa littéraire, envie d'aller vers le journalisme, études en lettres modernes, envie de changer le monde, tout ça, je l'ai vécu aussi, hein. C'est pareil, je suis passé Ouais. par Hippocagne et Cagne et tout le bazar, tu vois. Mais c'est une vraie Et école de formation, ça, hein. Parce que en vrai, on se rend pas compte parce que tu sais, avant, on disait oui, les littéraires, mais alors ça te rend logico-logique au possible. ouais, Et ça te donne en fait des clés, des outils pour la suite d'une carrière où on peut faire presque n'importe quoi. Moi, quand je suis allée en école de relations internationales et que j'avais des cours d'économie, machin, mais j'étais très bonne en éco international parce que j'avais une manière, enfin, tu sais, la prépa m'avait tellement ouais. formaté l'esprit que je pouvais, je pense, disserter sur tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais, Donc, puis pour le coup, tout ce qui relève des sciences littéraires, on va dire, c'est tellement subjectif dans... Voilà, toi en tant qu'élève pour être noté, puis l'enseignant hein, qui doit prendre un parti, avoir une grille d'évaluation sur quelque chose qui est purement subjectif, parce qu'on parle du vécu de chacun, du vécu de l'auteur, du ressenti, etc. Que forcément ça t'amène à aller vers un certain pragmatisme. Après voilà, moi à la différence de toi, je suis pas allé au bout du cursus d'études. J'ai arrêté très tôt mes études, justement parce que ce côté formatage de la prépa m'a waouh, j'ai foutu les pieds là-dedans très rapidement. Je me dis, mais pourquoi je suis là? Je me suis trompé. Je suis pas du tout à ma place. Voilà. Donc après, je te... il y a Pardon. plein de choses dont tu parlé aussi qui font écho chez moi. Tout ce qui est, bah, tu parlais de la littérature scolaire, c'est cette mode-là qui est apparue ouais, dans le courant des années 90, avec toute la construction. Alors évidemment, Harry Potter, ça reste l'univers de référence hein, ce style littéraire-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression moi aussi que ça a inspiré énormément sur la remise en question d'un système qui commençait à peut-être à s'encrouter un petit peu, ou en tout cas à se cristalliser. Il y avait eu de grandes évolutions au niveau de l'éducation bah, après les guerres mondiales, l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, hein, je pense notamment à Célestin Freinet, la pédagogie Freinet, il a un peu révolutionné son approche éducative parce qu'il est revenu du front, il avait été exposé au gaz moutarde, il pouvait plus bosser comme il bossait avant et en fait il n'avait pas le choix s'il voulait continuer à bosser en tant qu'enseignant, que de donner plus d'autonomie aux enfants pour pouvoir lui-même arriver à maintenir ce travail-là. Et ça a créé une vraie révolution. Et pour moi, la littérature scolaire, celle dont on parlait, elle est venue remettre beaucoup en question
les paradigmes d'éducation dans lesquels on était. Et vraiment, depuis, je trouve qu'il y a euh, une floraison de projets, que ce soit des écoles pour les enfants, mais des universités du temps libre, des écoles de la seconde chance, des universités d'été ou d'automne qui viennent se combiner avec le le travail professionnel. Je vois hein, sur LinkedIn enfin beaucoup, je vais pas exagérer non plus, mais je vois pas mal de personnes qui ont décidé euh, de créer leur propre poudlard en fait, de se Ouais. dire, voilà, moi dans ma vie ou autour de moi, je vois des gens qui ont été totalement exclus d'un système normatif, normalisant. Et je trouve ça dommage parce que c'est des personnes qui ont des potentialités à exploiter, enfin exploiter, pas dans le sens capitaliste du terme, hein, mais à faire émerger et que quelque chose en soit fait pour la personne elle-même. Mais ça passe pas parce que le système est hermétique à ça. Et moi, je ne peux que comprendre ça parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé en prépa, en fait, où je me suis dit, bah ouais, mais j'ai envie, mais je ne peux pas rentrer dans ces cadres-là, dans ce moule-là, ça ne me correspond pas du tout. Et puis, on vient un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous de ma vie derrière ça, tu vois? Alors, Et je suis aussi, enfin, ça me parle énormément l'aspect éparpillé avec lequel tu as commencé à te présenter. Et je pense que c'est un trait qui est très très commun pour les personnes multipotentielles. C'est difficile hein, de faire comprendre autour de soi que ben non, il y a plein de choses qui nous passionnent. Euh, et que c'est cool d'avoir plein de choses qui nous passionnent et qu'il n'y a aucun jugement de notre part non plus pour les personnes qui ne sont passionnées que par un seul domaine d'activité, tu vois. Enfin, complètement. Je sais que j'ai tellement de choses à te dire là sur ce que tu es en train de Mais prendre des notes parce que rebondis, n'hésite pas, hein, moi ah, aussi, j'ai pris des notes tout à l'heure. mais c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup, beaucoup. Mais tu vois, pour revenir déjà alors, au système qui broie littéralement les personnes. Moi, je vais te dire, quand j'étais à l'école, je pense que j'ai commencé à réfléchir à l'absurdité, tu sais, façon kafkaïenne, hein, de Hmm. l'école à 8 ans. Je regardais comment on était assis tous, tu sais, sur nos chaises comme ça, assis pendant des heures et des heures. Donc, tu as juste la tête qui doit fonctionner. Et encore, écouter quelqu'un parler pendant des heures, changer comme ça de matière à chaque fois, et être sur la même table, une petite table carrée, avec une trousse où tout le monde a une liste de choses à avoir dans la trousse qui doit être la même. Décailler les agendas, là, les carnets de correspondance, les je ne sais quoi. Enfin, moi, tu regardais mon cartable, c'était une catastrophe, hein, des petites, parce que je notais jamais mes devoirs, parce que je comprenais pas. Enfin, moi, je rentrais à l'école, à la maison, je te promets, je laissais mon cartable dans, dans le couloir et je le reprenais le lendemain. Mais je faisais exprès à l'école de pas donner cette impression, parce que, mais ça a été très dur, hein, de camoufler pendant des années d'être quelqu'un de moyen, de passer entre les filets, de pas me faire remarquer, ni de paraître dans les cancres, même si je me sentais plus cancre que très bonne élève, tu vois. Donc je restais, voilà, dans un coin, mais pas trop dans le fond. Tu vois, on m'entend de temps en temps pour pas qu'on me considère comme étant trop silencieuse, mais pas trop parce que je voulais pas être une intello. Enfin, bref, tout ça, ça a été c'est du Entre travail. deux eaux. Ouais, entre deux eaux, exactement. Et, mais en même temps, je regardais tout ça et je me disais, mais qu'est-ce que c'est bête, c'est exact. J'avais la même impression quand j'allais en magasin et que je voyais, tu sais, toutes les boîtes de conserve alignées, etc. Je détestais aller en magasin à cause de ça. Bref, et je me disais, mais en fait, je veux pas être une boîte de conserve, tu vois. Hmm. C'était vraiment ça la sensation. Et quand j'ai grandi, quand est-ce que j'ai commencé à aimer les cours? C'était vraiment en première littéraire. Voilà, c'est simple. Et encore, je suis allée en lettres parce que ma prof de français de seconde m'avait encouragée et tout en me disant, mais tu vas voir, tu vas tellement t'épanouir.
aux grandes dames de mes parents qui voulaient que je sois scientifique alors que j'avais 4 en maths. Enfin, faut arrêter, tu vois. Et que les maths, je ne les découvre qu'aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et de goût parce que j'ai compris qu'en fait, j'aimais les mathématiques, mais pas du tout la manière dont Hmm. c'était enseigné, tu vois. Bref. Et en même temps, moi, j'avais une grande appétence pour tout ce qui était artistique. J'adorais fabriquer des choses avec mes mains, j'adorais dessiner, peindre, sculpter, etc. Et moi, j'aurais rêvé de faire une école d'art. Enfin, j'étais vraiment une artiste dans l'âme. Et sauf que ça, c'est encore pire qu'être littéraire, tu vois, dans le système. Quand on dit- Marginalisation à Alors outrance, hein. là, Max, mes parents, je me rappelle, ils me disaient, non, mais tu veux finir avec pantalon orange et les cheveux verts, machin, tu vois. Pour eux, Ah, le cliché de l'artiste, quoi. c'était le cliché pour tellement de monde. Et donc, ça, déjà, tu vois, voilà, ça te rend pas heureux, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait des études, parce que j'étais obligée, en vrai. Et crois-moi que la prépa, pour moi, c'était juste une porte de secours. C'est dingue de dire ça, parce qu'on sait à quel point c'est exigeant et difficile. Mais je me disais, ah, comme ça, je suis pas obligée de choisir un métier tout de suite ou une orientation tout de suite. Parce que ça aussi, Hmm. hein, choisir, quand tu as 15 ans, qu'on te ramène la conseillère d'orientation, là, ou en troisième et tout, mais ça... Allez, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais je ne sais même pas qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que j'en sais? Et même moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Donc, c'est tout ça. Bref, je vais essayer de ne pas aller dans tous les sens. Pardon, mais... Donc, tout ça pour te dire que le système, voilà, je trouve que le système brise beaucoup, mais que là, on arrivait à une époque où les gens n'ont plus le temps, tu vois, où les petits, les enfants, ils n'ont plus envie, ils sont plus aptes, ni physiquement, ni mentalement, à écouter, à rester en boîte de sardines pendant des heures. Donc, il y a obligatoirement la révolution de l'éducation, elle doit se faire. Il n'y a pas d'autre choix, parce que c'est la génération d'aujourd'hui qui t'oblige aussi à faire ça, tu vois. Donc déjà, Hmm. nous, on souffrait, mais on était des marginaux, entre guillemets. Mais là, ceux qui arrivent, crois-moi que eux, ils vont faire, tu vois, un chamboule tout, quoi. Et, euh, et alors, donc, j'avais noté ça. Et l'autre point aussi, c'est, enfin, donc, qui est toujours relié, c'est tu vois, de remettre au goût du jour, quelque part, le côté physique des activités. Ça, on en manque beaucoup. Et tu vois, moi, j'aurais aimé à l'école faire de la menuiserie, tu sais, mais on croyait que les CAP, c'était pour les nuls. Ouais, ouais, pour les cassos, ouais. Alors qu'aujourd'hui, faire de la pâtisserie, c'est trop bien. Tu vois, tu regardes sur les réseaux, tout le monde se met à cuisiner, à faire des trucs de fou et compagnie. Mais pourquoi on nous apprend pas ça à l'école au lieu de nous apprendre des trucs trop bizarres, À nous intéresser à la mécanique, à changer une roue, à fabriquer un truc. Moi, j'ai rencontré ça, donc parcours un peu proche du tien au niveau scolaire, à la différence que moi, j'étais pas entre deux eaux, justement, pour pas être une boîte de conserve. Et c'était assez facile pour moi. Bah, j'étais dans les têtes de classe, hein, les fils d'enseignants et tout le tout team, tu vois. Hmm. Et donc, bah, la question se pose même pas du cursus général. Hmm. Vas-y. Et puis, bah, quelque part, c'était, tu vois ce que tu dis avec la prépa sur le fait que ça t'a permis de pas choisir. Je pense que j'ai accepté le cursus général à ce moment-là dans ma vie parce que c'était aussi quelque chose qui permettait de pas m'enfermer dans une voie, sachant que je Hmm. savais pas trop ce que je voulais faire. Journaliste ou prof de littérature, hein, à l'époque, c'est à peu près ça. Et bon, bah, voilà, la vie se passe, j'ai mon bac, je fais un peu de prépa littéraire, je me lance dans l'animation. Trop bien l'animation parce que tu peux tout faire. Tu peux absolument tout faire. Et quand j'avais, je sais pas, 23 24 ans, j'étais pion dans un collège dans l'Aveyron. Et là, j'accompagne les quatrièmes et les troisièmes en parcours de découverte professionnelle à aller visiter le lycée professionnel de Millau. Waouh! Oh, la tarte que je me suis prise. Ah, raconte. Le lycée est construit sur 7 étages, mais tu vois, des étages comme là où on fait pousser les vignes et tout ça. Donc vraiment, enfin, géographiquement, tu as 7 étagères et sur chaque étage, il y a un hangar. Et dans chaque hangar, il y a un corps d'activité. euh,
avec de l'application. C'est-à-dire que bah, tout ce qui est mécanique et tout ça, machin, tu as un garage d'application. Et tu rentres, tu as un vrai garage, hein. Il y a même des clients qui viennent pour faire réparer leur bagnole et tout. L'étage d'en dessous, c'est, bah, tu parlais de menuiserie, menuiserie et bénisterie. Là, on rentre là-dedans. À l'intérieur du hangar, ils sont en train de construire un chalet. C'est leur projet professionnel. Ils construisent ensemble un chalet avec tout l'aspect fonctionnel pour que ça soit viable et tout ça, le truc magnifique. Tout en bas, le dernier étage en bas, c'est un restaurant d'application. Et donc, il y a vraiment tu vois, tout ce qui est CAP cuisine, service, restauration, hôtellerie. Et c'est un vrai resto. Il y a des clients qui viennent pour manger au resto et tout ça. Mais de la dinguerie. Et je vois ça et je fais, mais waouh! Et tu vois, à cette époque-là, je me dis, mais merde, on m'a jamais proposé ça en fait. J'ai jamais même su que ça existait. J'étais un peu frustré, tu vois, par rapport à ça. Puis en même temps, avec le recul, maintenant, je me dis, mais ça aurait été l'enfer pour moi, parce que j'aurais navigué d'un étage à l'autre pendant toute ma scolarité, sans jamais réussir à à m'arrêter quelque part, tu vois. Mais Donc, ouais, il n'y je a pas de comprends. solution, il n'y a pas de solution miracle hein, là-dessus pour, je pense, pour les personnes qui ont une appétence particulière pour plein de domaines différents, donc pour les personnes qui sont multipotentielles. Bah, faut permettre enfin, faut permettre à ces personnes-là, je pense, d'avoir à bouffer, en fait, hein, d'avoir à manger, d'entretenir la curiosité, la découverte, et surtout de ne pas les enfermer dans un truc en disant, comme tu disais, à 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Moi, je suis d'accord avec toi, hein, Mm. j'ai 35 ans, je ne sais pas ce que je vais faire quand je serai grand. Je sais toujours pas. Et en même temps, tant mieux, quand j'ai commencé à lancer mon projet d'entreprise, j'avais une idée et au fil du temps, des rencontres, des opportunités, je me suis mis à rajouter plein de choses à l'intérieur. Parce que c'est ça qui est Génial. cool aussi. Et moi, je veux pas me fermer à des trucs qui me font kiffer, en fait. Et bon, après, faut arriver à mettre une limite parce que à force de vouloir tout faire, on peut finir par s'éparpiller, par s'épuiser, par faire les choses à moitié ou pas aller au bout des projets. Et ça, c'est dommage. Euh, donc il y a le Mais alors, rapport au oui, temps. oui et non. Enfin, je pense que c'est pas grave si on va pas au bout des choses. Dans le sens où, en fait, je te le dis parce que je le vois aussi dans ma vie personnelle, parce que moi, je t'ai présenté ma vie professionnelle. Mais ma vie personnelle aussi, je fais le même bazar, dans le sens où, Mhm. par exemple, il y a un moment où je me suis passionnée de bougies, fabrication de bougies. Ah non, mais fallait voir, hein, ma maison, ça s'est transformé en laboratoire. Et au point que j'ai même créé des livrets qui accompagnaient mes bougies que j'ai mélangées à des huiles essentielles pour des senteurs liées. Alors l'hiver, tu vas prendre ça et ça et ça. Et ça y est, j'en ai fait tout un concept. Et je voulais vraiment devenir créatrice de bougies, etc. Et une fois que j'avais fait tout mon truc et que j'ai offert des bougies à mes amis, etc., je me suis arrêtée pour me passionner. Alors je sais plus si c'était à ce moment-là sac à main. Je me suis mis à fabriquer ma gamme de sacs à main. Et puis ensuite, je ne sais quoi, je sais quoi. Et avant, je souffrais du fait de ne pas aller au bout et je pensais que c'était un gros défaut chez moi d'abandonner en fait. Alors que non, je me suis dit, bon, bah, j'ai découvert, j'ai aimé le temps que ça a duré, mais c'est pas le vrai truc qui va. Mais je crois qu'il n'y a pas de vrai truc. En fait, c'est ça Mais qui va. je suis carrément d'accord avec ton analyse. Alors peut-être que je me suis mal exprimé en disant ne pas aller au bout, parce que en fait c'est vrai que c'est infini, donc tu peux pas aller au bout de quelque chose. Là où je parlais d'éparpillement, moi c'était plutôt sur le fait d'être frustré de même pas pouvoir Mm. faire quelque chose de cette découverte, de ce concept que tu commences à développer. Là, dans l'exemple que tu donnes, c'est génial. Tu fais des bougies, voilà, tu t'en fais quelque chose, puis hop, au bout d'un moment, ah bah tiens, ça aussi, ça m'intéresse. Bon, les bougies, on met de côté, mais t'es pas à l'abri que dans 5 ans, tu fasses un truc où ce que tu as appris sur la fabrication de bougies
hop, ça vienne se foutre à l'intérieur, tu vois. Mais par contre, si tu avais eu cette passion des bougies sans jamais pouvoir en faire quoi que ce soit, ni même créer tes propres bougies, moi, c'est plutôt à cette frustration-là, tu vois, que je parle. Et Je c'est pour comprends. ça le côté un peu canalisation cognitive, parce que si au même moment, dans la même semaine, tu as 12 nouvelles passions qui s'offrent à toi et que t'es là, ah, je veux les explorer les 12, c'est mort. Tu vas te faire du mal, quoi. Je crois que j'ai lu un truc une fois sur ce que tu as, ça s'appelle la malédiction de Vinci. Ah, je note, j'irai explorer Ouais. ça. Ça ferait Parce que peut-être un les post qui... multipotentiels, ils ont un peu ce truc de justement, en fait, la frustration liée à l'envie de faire tellement de choses et de pas aller au bout, ou, enfin, voilà, ce que tu décris, quoi, ça, ce nom. Alors, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a théorisé ça, je crois. Il y a un L et un E dans son nom, je crois. Bon, je ne saurais plus retrouver, pardon. Enfin, je te le chercherai, en tout cas. Léonard? Il s'appelle presque Léonard aussi. Mais, Ouais, mais j'irai ouais. jeter un œil, je farfouillerai ça. Si je trouve des sources, je les mettrai dans les Ouais. descriptifs du podcast avec. La meuf qui te donne l'info qu'à moitié, tu vois. Oui, c'est un concept. Ah, mais je suis champion de ça aussi. Il y a tellement de choses qui me passionnent. Que je prends des infos et assez rapidement, je récupère l'essence de ce que je veux récupérer dans l'article, dans la thèse, Ouais. dans le documentaire, le reportage, le film, la série, etc., le livre. Et ça vient s'intégrer au processus de pensée. Oui. Et puis un jour, j'en discute avec quelqu'un. Ah oui, et puis il y a ça aussi. Ah ouais, et tu peux m'en dire plus? Où est-ce que tu as vu ça et tout. Je sais plus. Je sais, je tiens pas une carnet de bord de toutes mes références et tout ça. On C'est, devrait, tiens. Ça peut être un concept sympa, tu sais, en soirée, on tu ouvres devrait, ton... mais t'imagines le temps que ça prendrait. Ou alors faudrait une appli où juste tu dis un truc et puis t'as une IA qui te trouve le lien, qui te fait. Mince, j'ai J'adore ce donné une projet. idée. Parce qu'il faudrait que ça soit hyper rapide. Déjà, tu vois, moi je le vois quand j'ai plein d'idées, quand je suis dans une phase un peu où cognitivement ça foisonne. Ouais. Si jamais je ne note pas, Mm. je vais zapper. Et puis même en prenant le temps de noter, j'oublie une partie des trucs parce que le temps que tu notes, ça prend pas énormément de temps, mais dans ta tête, ça peut filer à toute allure. Et donc, il faut vraiment un truc qui permette de ne pas prendre beaucoup de temps et puis de se faire hyper facilement. Moi, ça m'arrive un nombre incalculable de fois d'avoir des super idées quand je conduis. Je peux pas m'arrêter sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence pour noter, pour noter mon truc. Alors, je me mets, tu vois, je suis derrière mon volant et puis j'essaye de penser en boucle à cette Oui, idée que je faut pas lis qu'elle pour t'échappe. bien l'intégrer, tu vois, pour être sûr de ne pas l'oublier. Et dès que je peux, je m'arrête et je prends mon portable, je note dans, dans un Je petit... connais tellement cette sensation. Moi, ça m'arrive quand je rêve Ouais. d'idées, de trucs, ou bien quand je me réveille en pleine nuit, j'ai l'idée, tu sais, qui sort comme ça. Je fais, oh là 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 là, cette idée va me rendre millionnaire, c'est pas possible, c'est tellement incroyable. Et le matin, je l'oublie complètement. Moi, Mais bon, c'est à l'endormissement des fois. ouais. Ah oui, Et il ça. faut que je fasse gaffe parce que soit ça me fait partir en insomnie, soit je j'arrive pas à lutter, je m'endors et je suis quasiment sûr. Et c'est hyper frustrant. Le lendemain matin, je me réveille en disant, j'avais une super idée. C'était quoi déjà? Je sais que j'avais une idée, mais je ne sais plus ce qu'était l'idée. Et c'est hyper frustrant aussi. Oh oui, je comprends tellement. Et est-ce que tu as aussi le classique, les idées sous la douche, ou les réponses sous la douche à tes Euh, idées, enfin, à tes questions? oui, un peu moins que au moment de l'endormissement et quand je conduis quand même. La douche, ça va assez vite chez moi. Alors oui, ça m'arrive, mais au pire, j'ai
3-4 idées sous la douche et je peux interrompre la douche. J'ai mon portable qui est pas loin. Tu vois, je me sèche les mains et je note. J'ai pas Ouais, ce même truc que tu vois quand je suis au volant et t'es là, tu fais, bah oui, mais je peux pas m'arrêter. bah, c'est Là, je peux pas. vraiment ton truc. La douche, je peux l'arrêter. Hmm. Le sommeil, c'est pareil. Si je l'arrête au moment de l'endormissement, je suis parti pour un autre. Enfin, j'ai loupé le train du sommeil, tu vois. Et va falloir que j'attende le suivant. Et ça ça va être galère. Ouais. Donc ouais, la douche ne me frustre pas tant que ça, pour le coup. Mais il y a d'autres situations, ouais, il y a d'autres trucs. Je suis en réunion, tu vois, je suis en réunion, en accompagnement ou en visio avec quelqu'un, puis là j'ai une idée. Bon, la visio, l'avantage c'est que hop, tu peux avoir ta petite feuille à côté et puis noter l'air de rien, ça. Mais quand tu es en réunion avec des financeurs ou avec un client et tout ça, machin, tu peux Ouais, c'est... pas trop faire ça, quoi. Et des fois, est-ce que tu as l'impression qu'il faut absolument que ça sorte de ta tête parce que c'est comme si ça allait s'encombrer. C'est trop d'idées, trop d'infos, trop de tout. Donc, il faut que Alors, tu... Tout, c'est comment? ouais, j'ai eu des phases comme ça. J'ai eu des phases comme ça, mais de moins en moins. Parce que je pense que j'ai eu des phases comme ça, justement, quand j'étais pas dans la mise en application Mm, de certains trucs. Alors, tu vois, par exemple, j'avais beaucoup ça quand j'étais salarié et que mm, bah, j'avais un projet, mais tu vois, ça prendrait du temps de faire ce projet-là, de créer un jeu. Je pense notamment, dernière fois que ça a dû m'arriver, ça, c'était, je voulais créer un jeu sur l'univers, un jeu narratif sur l'univers d'Harry Potter, tu vois, mm, justement, on en parlait. Et en fait, ça a tourné pendant des jours et ça s'est accumulé. Et puis, une idée en appelait une autre et toujours dans le même truc, tu vois. Et bon, bah, j'arrivais pas à trouver le temps. Parce qu'on peut pas dire qu'on n'a pas le temps. Le temps est le même pour tout le monde, mais euh, j'arrivais pas à me donner le temps de mettre en application les idées que j'avais, de les concrétiser en fait. Et ça m'a mené mm. à de l'insomnie. Ouais, Ça m'a je mené comprends. à de l'insomnie parce que le moment où où j'allais m'endormir, du coup, ça tournait. Et j'avais toutes les idées que j'avais déjà eues, mais que j'avais pas sorties, que j'avais jamais écrites, réunies sur une mind map ou dans un cahier qui revenaient, plus les nouvelles idées qui venaient se rajouter à toutes les idées qu'il y avait eu avant. Et il y a un moment, je me souviens très bien, hein, il y a un moment, je suis en pleine crise d'insomnie par rapport à ça. Je suis allé me coucher, il est 22h30, le lendemain je bosse, faut que je me lève à 5h30, 6h, tu vois. Et je suis là à 1h du mat, je dors toujours pas, 2h du mat, je dors toujours pas, 3h du... Ouais. 2h30, 3h du mat, je me lève. Je dis bon, tant pis, de toute façon, je vais pas dormir. Et demain, ça va être rebelote si jamais je fais pas quelque chose. Et j'ai pris un Mm. cahier et j'ai tout sorti. Ouais. Et j'en ai jamais rien fait encore pour le moment, mais j'ai le cahier quelque part. Il est là avec toutes les Peut-être idées. qu'un jour. Mais à Mais partir du moment où c'est sorti, ça a été un soulagement. C'est un peu le principe de la charge mentale. Alors, euh, pour dans la vie quotidienne, la charge mentale, c'est tous ces trucs-là que t'as à faire et qui tournent, tu sais, les responsabilités d'adulte, etc. La gestion du foyer et tout le tout team. Faut bien comprendre pour les personnes qui nous écoutent que quand ton cerveau il carbure à 10 000 à l'heure, il a 20 idées à la seconde, ben, tu as une autre charge qui se rajoute à la charge du quotidien, il y a la charge de l'imagination en fait. ouais. Mais tu sais, je me reconnais tellement dans ce que tu dis et sincèrement, j'ai des périodes où ça m'épuise, je m'auto-épuise, je suis obligée. Mais le problème, c'est que même si je vais faire des choses pour me calmer, ces choses-là vont m'inviter à encore explorer de nouvelles voies. Mais typiquement, quand je me suis mise à la méditation, donc qui est un exercice redoutable hein, pour calmer l'esprit, le corps, enfin même la cohérence cardiaque et toutes ces choses sont incroyables. Mais même chez moi, je ne peux pas les vivre d'une manière normale, genre juste me poser et c'est parti,
parce que je vais avoir envie d'aller plus loin. Donc, ça va me donner envie de lire les ouvrages qui a créé la méditation, enfin, comment ça s'est fait à travers les siècles, à travers les religions. Nanana. Ensuite, je vais vouloir faire une formation pour devenir coach de méditation, enfin, un prof de méditation. Ensuite, je vais vouloir trouver de nouvelles techniques et je vais découvrir que ça peut être lié à tel type d'alimentation. Enfin, tu vois, c'est si on devait cartographier ce qui se passe à chaque fois que je découvre quelque chose, c'est à l'infini en fait. Hmm. Et parfois, vraiment, je suis fatiguée de ma surcharge mentale. Enfin, tu disais tout à l'heure la charge mentale, la surcharge mentale. Et je me dis, mais est-ce que mes neurones n'avont pas cramé à force de faire ces liens, tu vois? Et donc, je sais pas, ça fait partie des questions que je me pose. Mais je repose pas non plus véritablement mon cerveau parce que je vais toujours être. Euh, je suis assoiffée, Hmm. assoiffée de connaissances. Et c'est terrible. Et je pense que c'est lié aussi à une peur du vide. Parce que Ouais. c'était ma réflexion que je me faisais. Pourquoi je suis à ce point? C'est pas que j'ai envie d'être la meilleure dans mon domaine ou la preuve, je ne choisis pas un domaine dans lequel je m'hyper spécialise pour devenir la boss de ce domaine. C'est pas du tout ça. L'entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est pas parce que je suis fan d'entrepreneuriat, c'est juste que c'est le modèle le plus efficace pour un profil comme le mien. Tout simplement. Parce Mhm. que le salariat, bah forcément, à un moment, il y a tu sais, un plafond de verre pour nous, quoi. Donc, c'est plus assez, on a besoin de plus, toujours plus. Mais je pense aussi que le revers de ça, c'est la peur du vide. Pas la peur du manque, mais la peur du vide. Et donc, je sais pas, c'est encore une réflexion hein, comme ça que je te pose. Je sais pas si toi, tu partages la même, enfin, comment c'est de ton côté par rapport à ça. Mais... Est-ce que j'ai peur du vide par rapport à ça? Alors, je pense que je me suis jamais posé cette question-là et je l'ai jamais analysé par ce prisme-là, parce que je pense que j'ai toujours eu bah, la chance et l'opportunité d'avoir accès à de la connaissance euh, quelle qu'elle soit, avec Internet notamment, mais les bouquins, j'ai grandi dans une famille où bah, des bouquins, il y en avait à plus savoir qu'en faire. On faisait des piles parce que ça rentrait plus dans les bibliothèques. En dessous de mon lit, gamin, c'était pas des jouets qu'il y avait, c'était des livres. Ouais. Et surchargé de livres. Donc j'ai jamais vraiment eu cette peur du vide. Alors après, d'un point de vue cognitif, je peux comprendre, je pense, le fait de se dire, attends, mais si à un moment ça marche plus, je n'existe plus. Tu sais, c'est un peu l'extrême de la pensée cartésienne, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Si je pense plus, je ne suis plus. Aïe. Mm. Ouais, Il y a ouais. un problème. La, la réciproque fait un peu peur. Mm. Euh, Après, moi, je sais que j'ai eu une longue période d'addiction, justement parce que je voulais ralentir la cadence, parce que ça m'épuisait. Euh, Mm. euh, et non seulement ça m'épuisait, mais en plus ça me tenait vraiment à l'écart, cette manière de fonctionner hein, en surcharge cognitive. Ça me tenait à l'écart aussi bah, des autres, des personnes qui étaient autour de moi au niveau professionnel et qui faisaient leur vie, tu vois, pépère. Et puis moi j'étais là, je me prenais la tête, entre grands guillemets, hein, je me prenais la tête sur Mm. des concepts et tout. Et puis je sentais que ça suivait pas autour de moi et je pouvais pas partager cet exercice intellectuel stimulant. Parce qu'il Ouais. y a de ça, c'est hyper stimulant quand tu commences à faire des connexions, à avoir des passerelles, à comprendre des trucs. Et quand tu te retrouves dans un environnement qui ne permet pas l'expression de cet exercice et de cette stimulation, c'est hyper compliqué. Surtout dans mon cas, bah, ça a été d'autant plus compliqué que toute mon enfance, jusqu'à mes 18 ans, j'étais dans un cadre familial qui permettait ça.
Parce que Ouais. la curiosité, Mm. l'éducation, le niveau culturel dans ma famille permettait qu'on se prenne la tête sur des concepts philosophiques, qu'on échange sur le truc et tout ça. Et je sais que c'est pas le cas, enfin, c'est pas une norme, c'est pas une majorité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent toute leur vie. Euh, Par contre, moi, à mon échelle, par rapport à mon vécu, bah, le moment où je suis sorti de cette espèce de petit cocon protecteur familial qui allait bien sur ces types de besoins, et que je me suis retrouvé confronté à la vraie vie de gens qui fonctionnent pas forcément pareil, et qui... c'est dur, hein? C'est dur parce que tu dis, mais en fait, je suis un extraterrestre. Non seulement je fonctionne pas comme les gens, mais on me fait bien ressentir que c'est pas normal, que je me prends trop la tête, que je m'empêche de vivre parce que je suis dans ma tête, etc. Mais non, mais moi, ma vie, j'ai une vie intérieure, elle est là aussi, tu vois, et elle existe, elle est riche, elle est prolifique. Euh, et voilà. Après, ce que tu disais aussi sur le moment où tu étais en surcharge, moi j'ai essayé la méditation à plusieurs reprises. Alors, pour des objectifs spécifiques, la méditation de pleine conscience, par exemple, quand j'essaye justement de pas être dans le fait de traiter toutes les pensées qui me passent par la tête, être en méditation de pleine conscience pendant un laps de temps relativement réduit, mais me permettre à un moment de me dire, je sais que j'ai des idées qui vont passer et volontairement, je choisis de ne pas les traiter comme je regarderai passer des nuages dans le ciel pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça fait du bien pour apaiser, ralentir un petit peu le rythme. Après, je suis assez intimement persuadé que, enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi, et j'ai l'impression que chez pas mal d'autres personnes avec qui j'échange sur le sujet aussi. Le fait d'être dans l'inaction, va pas permettre de calmer le truc, hein. Pour moi, tu vois, c'est comme si tu avais un espèce de torrent incroyable, la fonte des neiges qui va tout emporter, Mm. et que t'es là, tu dis non, mais attends, on va essayer d'en faire un lac là tout de suite, ou on va mettre un barrage dessus. Ça peut pas marcher tant que le torrent il est J'adore débordé, l'image. ça peut pas marcher. Par contre, fais des digues, essaye de canaliser le torrent et toute cette énergie là que de toute façon tu ne peux pas brider. Essaye de la canaliser dans un truc et à ce moment-là, ça peut peut-être marcher. Moi, je sais par exemple que la pyrogravure me fait un bien de fou. Mm. Dans ce genre de situation, quand ça s'emballe énormément, me poser sur un projet de pyrogravure, ça... En fait, t'es stimulé, ta mémoire de travail, là, elle est stimulée par plein de choses, la température de ta plume, le fil du bois, l'angle dans lequel tu vas venir graver, le dessin dans son ensemble, etc. Voilà, moi, c'est un truc qui marche, qui me plaît énormément. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui peuvent fonctionner. Très Mm. souvent, de ce que j'en ai vu, le fait d'être dans une activité créative permet énormément de canaliser le flot de pensée. C'est pour ça que l'art-thérapie existe, hein, d'ailleurs, Mm. est très efficace, je pense, pour les profils qui sont dans des mécanismes d'hypercognition, hein. Et je pense aussi, enfin, je sais pas, moi, il y a le sport qui fonctionne très très bien sur moi. Je me suis rendu compte que le fait de, enfin, renforcement musculaire, par exemple, je suis tellement focus sur comment bien exécuter mes exercices, comment augmenter de charge, etc. Enfin, tu vois, je fais une hyper focalisation sur ça. Et ça marche très bien. Ensuite, effectivement, tout ce qui est activité artistique, manuelle, etc. Et même la cuisine, ça Ouais. fonctionne. Ouais, enfin, ouais, quand on fait une seule activité qui nous demande beaucoup de concentration ou beaucoup d'utilisation du corps, tu sors de ta tête un peu. Enfin, il y a Mais toujours un
cérébral, mais tu sors de ta tête Oui, et pour... après qui va stimuler différentes zones du cerveau aussi, je pense, hein. Alors juste Mm, pour le sport, moi c'est hyper compliqué, le rapport au sport est hyper conflictuel et je sais qu'il faut que j'en fasse, qu'il faut que je pratique une activité physique en tout cas régulière. Euh, mais je sens qu'il y a des gros blocages mm. liés à la pratique du sport, à l'inconfort, voire la souffrance que ça peut générer, etc. Donc je peux comprendre qu'il y ait plein de personnes, moi quand on me dit oui, mais bah, si tu rumines, sors, va faire un footing. Faire un footing, Mm. mais ça va servir à rien, ça va juste me faire ruminer encore plus sur ce que j'arrive pas à faire, sur les ressentis désagréables dans mon corps, etc., etc. Ouais. Et par contre, Et la après, cuisine, ouais. Pardon. la cuisine, c'est, moi je suis entièrement d'accord avec toi, je m'éclate en cuisine, mais parce que ça fait appel à plein de stimulations neuronales justement. T'as l'odeur, t'as la vue, t'as la texture, t'imagines en même temps ce que ça peut donner, puis tu goûtes et tu dis, ah tiens, je vais rajouter ceci, cela. J'adore, enfin, pour moi c'est hyper Ouais. stimulant. Alors en plus, généralement, bah, c'est le moment où je me mets un podcast ou de la musique ou une série en Mm. arrière-plan. C'est vrai. Histoire d'avoir tous les sens sont stimulés en même temps Ouais. C'est- ça part pas. Et tu vois, c'est vraiment le genre de truc où moi, ça me fait dire que quand tu es dans ce phénomène d'hypercognition, en fait, il faut pas essayer d'arrêter le truc. Il faut pas Mm. essayer ça marchera pas. Il faut juste essayer de canaliser et de filer à bouffer un peu à tous tes sens, à toutes tes fonctions exécutives aussi, pour faire en sorte que ben voilà, ça aille dans le sens de un truc. Voilà, ça canalise sur allez, deux trucs, éventuellement, si vraiment tu as une mémoire de travail qui te permet de jongler avec un peu plus de trucs ou que tu fais une activité qui ne te demande pas énormément enfin, qui ne nécessite pas une concentration absolue sur ce que tu es en train de faire. Et tu sais, c'est amusant ce que tu me dis parce que donc, quand je suis en solo, effectivement, pour calmer ça, j'ai besoin de faire une activité donc voilà, physique, manuelle, etc. Mais quand je suis avec une personne comme toi, qui a le même profil que moi, alors je suis capable, et j'ai des amis avec qui je fais des soirées incendie, on appelle ça, c'est que on met le feu à nos pensées, dans le sens où on va passer tellement de temps à parler, 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 parler. Et oui, imagine ça. Et on laisse cette créativité sortir, ces idées, mais vraiment exploser, tu vois. Et ça nous fait du bien. Et on rentre, on est trop bien. Mm. En fait, on est rechargé, mais de le faire à plusieurs, à deux ou à plusieurs, ça devient du plaisir. Ça n'est plus, tu sais, une torture de notre esprit, entre guillemets, ou parce que tu as l'impression que tu peux pas sortir tout ça. Et donc, ces soirées incendie, c'est vraiment des soirées où quand je sors de là, euh, je me sens profondément bien. J'ai pas de petits coups de déprime ou comme je peux l'avoir parfois quand je suis en surcharge mentale. Et je pense que c'est là où être à plusieurs, ça peut être tellement extraordinaire pour créer des choses. Tu vois, enfin, je te disais la dernière fois, l'intelligence, je crois beaucoup, beaucoup à la trajectoire collective. C'est cette idée d'être dans le partage, de faire à plusieurs, voilà, de partager nos idées, etc. Et des fois, en faire une activité. C'est-à-dire vraiment juste se poser, comme ce qu'on est en train de faire, toi et moi, maintenant, d'être dans un échange. Oh, je sais que je vais sortir de ce podcast, je vais être trop bien pour ma journée, tu vois. Mais Juste, en Amérique, ça se fait souvent dans le cursus scolaire, hein. Il y a des clubs de débat. ouais. Et on a peu ça, très peu en France. En tout cas, moi, je l'ai rarement vu. Et ce que tu dis, ça me parle énormément sur le fait de partager avec d'autres personnes. Parce que quand tu es face à toi-même et que tu es dans ces idées-là, ça va hyper vite. Et comme tu les verbalises pas, ça va parfois trop vite, tellement vite que Mm, ça va trop vite. C'est mm, normal, hein, ça va à la vitesse des échanges électriques, des connexions électriques qu'il y mm, a dans ton cerveau et dans ton corps. Par contre, quand tu es avec d'autres personnes, ça peut aller très vite, hein, quand tu es avec des mm, personnes qui sont câblées un peu de la même manière que toi et sur un sujet qui
qui intéresse tout le monde autour de la table. Mais en plus de ça, tu es obligé de ralentir un tout petit peu pour pouvoir passer de l'idée conceptuelle que tu as dans ton cerveau à bah, déjà tu rajoutes un truc puisque tu le dis. Ça, c'est Ouais. pareil, quand tu écris quelque chose, tu ralentis un peu la cadence parce qu'il faut le temps de l'écrire. Mm. Mais là, le fait de le dire, de le partager, déjà tu ralentis un peu le truc, puis tu vas chercher vraiment à la manière de le communiquer pour que la profondeur et la multiplicité de Mm. ta pensée, tout l'éventail des concepts qui y sont associés, soit bien capté par les personnes autour de toi. Et puis, t'es pas dans l'auto-alimentation aussi, c'est-à-dire que quand tu es tout seul dans tes cogitations, euh, tu restes sur ton point de vue, tu restes sur Ouais. ton expérience, tu restes sur tes pensées. Quand tu es avec quelqu'un d'autre et que tu parles et que cette personne dit, ah oui, mais moi ça me fait penser à ça, ça rebondit, hop, ça enrichit et ça va encore plus loin. Ça Ah, nourrit, ça nourrit oui. l'échange en fait. Mm. Moi, j'appelle ça, pour moi, j'essaie de me créer des espaces comme ça, des relations avec des personnes avec qui je vais échanger, que ce soit en visio, que ce soit à l'écrit, en message sur WhatsApp, sur des groupes LinkedIn, etc. Moi, j'appelle ça mes sas de décompression. Parce que c'est Ouais. vraiment des endroits où je peux me permettre d'y aller. Puis, je suis pas non plus dans l'hyper-contrôle à me dire, attends, est-ce que la personne en face va comprendre ceci, va comprendre cela? Je sais que je vais Mm. balancer ce que j'ai en tête. Ça sera accueilli, ça sera pas accueilli, j'en sais rien, mais en tout cas, la personne va pouvoir rebondir, va pouvoir m'interroger parce que généralement, une personne en face de toi euh, qui a cette même appétence-là à l'hypercognition, tu poses un truc, elle comprend pas, elle va dire, attends, mais est-ce que tu veux bien dire ceci ou cela? Est-ce que je l'ai bien compris, etc. Donc, tu vas affiner ta pensée, tu vas aller plus loin, tu vas créer un langage commun. Et en fait, ça reste pas le truc un peu en plan comme tu peux l'avoir, par exemple, quand tu fais une publication sur les réseaux sociaux et que voilà, tu vas susciter un tollé chez les personnes qui vont être directement dans l'opposition ou dans le rejet ou dans les attaques ad hominem, etc. Moi, vraiment, avoir ces espaces là où tu peux te permettre de dire ce que tu penses et te permettre aussi de te planter, hein, parce qu'il y a de ça Ouais. aussi, hein, quand tu es dans cet Oh. exercice-là. C'est super cool d'avoir quelqu'un en face qui te dit, ah mais ouais, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais là si tu prends le recul aussi d'analyser ta manière de penser et de fonctionner sur la question qu'est-ce que ça veut dire de toi, c'est super précieux aussi. Parce que quand tu es tout seul dans ton truc, bah, tu as vite fait de tourner en rond et de te forger de nouvelles croyances et de nouveaux fonctionnements qui sont pas forcément super bon pour être en interaction avec d'autres ou même pour ton propre bien-être, quoi. Et ben, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Et tu sais, ça me fait penser, je pense que il y a un vrai problème, tu vois, quand tu regardes les débats politiques, etc., parce que chacun, justement, est en train de camper, il est dans sa vérité, il pense que c'est une vérité absolue et qu'il doit absolument convaincre l'autre, sauf que l'autre est dans le même mindset, tu vois, de sa vérité absolue, etc. Et donc, on aboutit souvent à des débats complètement stériles parce que on n'est pas dans, enfin, on est dans un débat politique, enfin, d'idées politiques, mais on n'est pas dans un débat d'idées créatives pour le bien commun. De Parce que moi, co-construction, ouais. tu vois, c'est OK, on peut avoir des idées complètement différentes. Et je le vois au sein de ma propre équipe, à Acropolia. Et c'est là où je te dis vraiment, Acropolia, c'est une co-création, co-construction. Parce que, alors moi, j'arrive, je suis là avec mes idées, ma vision, je débarque en réunion, ouais, je veux qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça, j'ai vu ça, j'ai imaginé. Tu sais, j'ai toujours cette idée d'image finale, où est-ce que je veux les emmener, tu vois. Et en même temps, j'ai des profils qui sont très différents. Je suis entourée de profils complètement différents du mien. Chacun avec son caractère, sa personnalité, ses marques d'intelligence, etc. Et ils me font tellement grandir au quotidien, y compris dans l'adversité quelque part, parce que, tu sais, des fois, ils me disent des choses, moi, je suis pas d'accord. Non, 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 je veux pas faire comme ça et tout. Et après, je m'interroge, je me dis, mais tiens, si je testais
qui me propose aujourd'hui, même si c'est totalement différent, même si je suis pas forcément d'accord, on va voir peut-être que ça va m'ouvrir l'esprit vers autre chose. Et c'est difficile pour l'ego d'accepter ça, d'accepter tu vois, que quelqu'un te... Enfin, parce que toi, tu es sûr de ce que tu fais ou de ce que tu dis ou de ce que tu veux faire. Et de se dire, bon, ben, ok, je vais accepter la différence, je vais accepter d'autres avis, d'autres façons de voir, d'autres... Et au final, même si on n'est pas toujours allé dans mon sens, heureusement d'ailleurs, et ben aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens, tu vois, Mm. en utilisant notre bon sens aussi. Donc, et c'est là que l'intelligence collective a toute sa place. Donc pour le bien commun. Parce qu'on se dit toujours, y compris quand on est au bord de la dispute, parfois, parce que bah, voilà, les avis sont tellement divergent tellement que parfois, forcément, tu vas être là. Non, mais je suis vraiment pas d'accord aujourd'hui, tu vois. Mm. Et si tu arrives à surmonter ça, à dépasser, à accepter euh, que vraiment qu'on soit différent de toi et de ta manière de penser, tu vas créer une troisième place. C'est comme le couple, hein, c'est exactement Bien la même sûr. chose. Tu vas créer une troisième place en te disant, bon, hé, les gars, on n'oublie pas, nous, on a un objectif commun. Ok, on ne le pense pas toujours de la même manière et tout, mais on est d'accord sur ce qui est fondamental et on est d'accord sur nos valeurs. Donc, tout ce qu'on est en train de dire ou de partager ou de créer, on le crée pour cet intérêt commun, tu vois. Et ça fait beaucoup évoluer, encore une fois, individuellement et collectivement. Et, euh, et je pense que c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à travailler. Si on le fait dans l'entreprise et qu'on arrive à le faire aussi à l'échelle de la société, je pense sincèrement qu'on ira beaucoup mieux, tu vois, que tout Ah, le je suis monde. entièrement d'accord avec toi, hein. Pour moi, c'est vraiment le fait que c'est cet endroit-là où ça se joue entre, comme tu disais, l'ego et la curiosité. Mm, C'est-à-dire que si ton ego est beaucoup plus fort que ta curiosité, tu vas jamais lâcher le truc parce qu'en plus, on est dans une société qui a beaucoup binarisé mm. ce concept-là et qui est venu entretenir un ego hyper fort et hyper monolithique, tu vois. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Et quand tu es dans du débat ou quand tu es dans du jeu, tu parlais du jeu tout à l'heure, soit tu gagnes, soit tu perds. Alors que non, tu apprends, tu itères, tu expérimentes et tu progresses. Mais à partir du moment où ta curiosité, et avec la curiosité, j'y mets aussi la notion de plaisir, hein. C'est plus fort que ton ego. Tu Mm, priorises curiosité et plaisir par rapport à ton ego et au fait d'avoir raison, mm, d'avoir gagné. À ce moment-là, comme tu dis, tu ouvres une troisième voie. Tu ouvres le champ des possibles et tu ouvres la porte au fait qu'on puisse être dans la construction. Et il y a un tas de trucs dans nos constructions sociétales qui m'interrogent là-dessus. Moi, j'ai grandi avec mes grands-mères qui me disaient la curiosité est un vilain défaut. Mais non, la curiosité, en vrai, mm. c'est une putain de qualité. Et ça alimente, ça crée du plaisir. Si tu l'as pas, si on est dans une société qui juge le fait d'être curieux et donc de sortir des cases, de sortir de la place qu'on t'a attribuée pour essayer d'en chercher d'autres, de trouver d'autres chemins de traverse pour rester dans l'univers d'Harry Potter, euh, bah, ouais, c'est ça qui entretient l'évolution de nos sociétés. Voilà, l'évolution vertueuse, comme je disais en introduction, l'évolution vertueuse de nos sociétés et pas une cristallisation dans les trucs parce qu'on a toujours fait comme ça et on va pas le bouger. Et c'est pareil sur la notion du jeu. J'ai beaucoup travaillé sur la question du jeu. Euh, Ma dernière expérience salariale, c'était vraiment dans une structure qui bossait la question du jeu comme objet culturel et éducatif. Donc on faisait plein de choses différentes. Le nombre de fois où je me suis retrouvé face à des adultes qui disaient non mais de toute façon moi je n'aime pas jouer euh, parce que en fait c'est pas que ces personnes-là n'aimaient pas jouer, c'est qu'elles n'aimaient pas perdre. Et que pour elles, c'était quand tu joues, il y a deux résultats possibles, soit tu gagnes, soit tu perds.
Et comme généralement dans un jeu, si on est 6 autour de la table, il y aura une personne qui va gagner, il y en aura 5 qui vont perdre. Je risque statistiquement d'être parmi les 5 personnes qui vont perdre. J'ai pas envie de ressentir ça, de m'exposer à cette expérience et à ce ressenti-là. Donc, je n'aime pas jouer. Mais à partir du moment où tu vois l'expérience de jeu comme une expérience et comme un moment où tu vas partager, ouais, tu vas faire des erreurs, tu vas tester des trucs, ça marche pas, bon, tant mieux, tant pis. Mais où ta finalité, c'est pas le fait de gagner ou de perdre, mais c'est de partager un moment d'apprentissage et d'expérimentation avec les personnes qui sont autour de la table, ça change complètement ton rapport à cette expérience-là, justement, à ce côté binaire, gagner ou perdre, c'est un interrupteur on-off. Ouais. Ok. Et heureusement aujourd'hui, on a une proposition ludique qui est de plus en plus vaste avec des mécaniques qui sont beaucoup moins fermées et cloisonnées que tu gagnes, tu perds. Tu parlais tout à l'heure du fait de construire ensemble. Toutes les mécaniques de jeu coopératif sont hyper intéressantes aussi pour se dire, ben voilà, soit on œuvre ensemble, soit on perd ensemble. Mm. Euh, Moi, j'adore ces trucs-là, mais j'aime aussi énormément le fait d'être dans des jeux d'opposition où bah, tu vas essayer de t'adapter à la stratégie de l'autre et puis être dans l'acceptation aussi qu'à un moment tu testes Ouais. et que peut-être que ça va marcher ou que ça va pas marcher. Et tu disais tout à l'heure à propos du jeu, les enfants aiment jouer. En fait, jouer, j'ai conscientisé avec le temps et mon expérience professionnelle que jouer, c'était le meilleur moyen d'apprendre. Ouais. Si tu apprends, enfin, si tu es quelqu'un qui aime apprendre, tu es quelqu'un qui aime jouer. À partir du moment où tu dis je n'aime pas, je n'aime plus jouer, je n'aime pas jouer, ça veut dire in fine que tu n'aimes pas apprendre. Parce que jouer, c'est sortir aussi de cette zone de confort, c'est expérimenter. Et justement, le jeu permet d'expérimenter quelque chose sans conséquences dramatiques, sans que ce qui va se passer dans le cadre de la bulle ludique ait des impacts dans ta vraie vie, théoriquement, à part dans Squid Game, mais c'est une autre histoire. Euh, tant que tu es dans cette bulle-là, tu peux expérimenter, tu peux voir d'autres choses. À partir du moment où tu es face à quelqu'un qui te dit non, mais moi, de toute façon, j'aime pas jouer, dans 9 cas sur 10, c'est que cette personne-là, elle s'est construite une identité, un socle de connaissances et qu'elle ne veut plus en sortir et que réapprendre, ça voudrait dire remettre en question toutes ces croyances et ces choses-là sur lesquelles elles se sont construites et c'est dangereux. Tous les mammifères du monde, il y a des études hein, dans le domaine de la ludopédagogie, tous les mammifères du monde apprennent en jouant. Ouais. Tous. Et il faut arrêter de dire qu'à un moment, le jeu, c'est pour les enfants. Donc quand t'es plus un enfant, quand t'es un adulte, t'arrêtes de Tu veux jouer. plus. T'arrêtes d'apprendre alors. Et tu vois, moi, des discours comme celui de Yann Moix, je sais pas si t'as vu là récemment, qui a craché sur les personnes qui jouaient à Et des jeux vidéo. gamer et tout. Je n'ai aucun respect pour les gens de plus de 25 ans qui jouent à des jeux vidéo et tout, enfin un espèce de discours dégueulasse. Bon, voilà, déjà cet Ah, individu-là. ça en dit long sur sur qui Mais, il est. mais Mais- enfin, moi, tu vois, ma première réaction, ça a été, mais de quoi tu parles? Tu sais même pas de quoi tu parles, tu sais même pas ce que ça peut apporter. Et quand tu vois aujourd'hui le nombre de psychiatres, de neuropsychiatres, de neuropsychologues qui utilisent le jeu vidéo comme outil de thérapie, de compréhension, d'expérimentation, je me dis, mais ouais, enfin, puis il y a des jeux qui sont absolument formidables sur les D'ailleurs, en constructions. parlant d'Harry Potter, tu as joué au jeu? Non, non, pas encore. Et j'ai peur d'y aller parce que je suis papa et je suis entrepreneur. Ah, Et, c'est j'ai- foutu. et en plus, je suis sujet aux addictions, tu vois. Donc si je commence à me lancer Ah ouais. là-dedans, euh, un jour je prendrai des vacances, je prendrai 2 mois de vacances et je torcherai littéralement Moi, Hogwarts je suis Legacy. dessus.
Alors, moi, j'ai une addiction et quoique là, je me suis calmée ces derniers mois, donc je suis contente, mais moi, je suis complètement addict à Tetris 99, Ouais. et, où tu peux jouer contre 99 personnes en même temps et tu peux faire des attaques et tout. Enfin bref, c'est une version de Tetris absolument incroyable et j'y jouais tellement pendant un moment que tous mes rêves, j'emboîtais. En fait, je fais des Tetris en permanence. Et ça, par contre, c'est un jeu où je suis obligée de gagner. Je refuse la perte, y compris en ligne. Mais des Tetris. Et j'adore les jeux collaboratifs, tu sais, en duo et tout, comme Text to Me. Mm, Enfin, c'est incroyable. Et il y a énormément de jeux aujourd'hui qui sont vraiment, qui développent davantage la créativité, l'esprit de collaboration. Enfin, moi, je trouve que c'est une chance de pouvoir jouer à des jeux vidéo. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on puisse pas y jouer plus souvent et que, tu vois, on devrait faire des cours de jeux vidéo à l'école. ouais. Euh, mais c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai grandi après, j'ai eu la chance parce que j'avais quatre frères. Donc, j'ai beaucoup joué quand j'étais petite aux jeux vidéo. Et enfin, voilà, on avait tout, hein, que ce soit la Nintendo, Q-Game, compagnie. Enfin, je ne me rappelle même plus des noms, mais bref, on jouait beaucoup à ça. Et aujourd'hui encore, tu sais, moi, je vais à la tête dans les nuages à Paris. T'as c'est les trucs là, de jeux. Mais tout le temps, mais même la foire enfin n'importe quoi où on peut jouer, moi j'adore jusqu'à présent, j'en ai besoin. Et des Mm. fois, je propose à des amis qu'on se retrouve pour jouer. Et alors, quand j'ai découvert les escape games, non mais, bah, d'ailleurs, je voulais en créer un. C'est simple, tu vois. J'en ai créé quelques-uns dans le cadre de mon ancien boulot Et- salarié. Oh là là là. J'adore toutes les gammes de jeux type Escape, les Unlock qui sont les plus connus. Là, récemment, j'ai découvert Backstories aussi, qui est pas mal du tout. Les jeux d'enquête type détective ou Detective Box. La première fois qu'on s'est vu en visio, tu avais vu la carte mentale qui était un allié plus, je peux plus la mettre. La grande carte mentale en mode enquêteur NCIS. Ouais. Ouais, Oh. c'est Mais tu hyper sais, stimulant. C'est ouais, hyper ah, mais stimulant. tellement, Et tellement. tu peux en faire des choses incroyables. Moi, j'habite dans un tout petit village, hein. Euh, on est quoi, 40 habitants à l'année, tu vois, c'est vraiment tout petit. Et ce moment-là où j'étais salarié, où je créais des escapes, ça faisait partie de mon boulot. Et Hmm. je voulais être rassuré avant de présenter l'escape au public ou aux commanditaires hein, qui, Ouais. qui allaient payer. Donc, de toute façon, je prenais tout le matériel chez moi. Donc, dans mon salon, c'était un laboratoire d'escape. Il y avait des coffres forts. Mon fils a grandi en apprenant à trouver des codes sur les coffres et tout ça, à C'est- utiliser des lampes à UV pour trouver des messages cachés. Voilà. Et ensuite, je mettais en place des sessions de mes escape games dans l'église du village et ouvertes aux personnes du village pour tester, pour avoir leur retour. Mais tu vois, un petit village de 30-40 habitants, il y a pas mal d'anciens, de Hmm. retraités, tout ça, machin, des personnes dont tu te dirais bah, qui n'ont pas cette culture-là. Mais si tu savais le nombre de parties qui se sont faites et le nombre de personnes aujourd'hui encore, que je suis plus dans ce cadre professionnel-là, qui me disent, mais tu voudrais pas nous refaire une petite escape de temps en temps? Je dis, bah ouais, mais j'ai pas le matos, quoi. Allez, filez-moi 2 000 € et j'achète du matos et je m'éclate à créer des escapes, y a pas de souci. Mais là, j'ai pas le matos et je peux pas stocker tout, tout ce matos chez moi. Et T'as ça, vu ça comme c'est parle. amusant les réactions des gens Ouais. et c'est très révélateur des personnalités. Oh là là là, c'est dingue. Qu'est-ce que tu découvres sur les gens quand tu fais des parties, des jeux. Des jeux, Mais ouais. moi, Ouais. je joue régulièrement. Bah, c'est simple, à chaque fois que je vois mes amis, je leur propose toujours des jeux, que ce soit Undercover quand on n'a rien à faire, enfin avec le téléphone, je suis là, on fait une partie d'Undercover. Ça, c'est au minimum, quoi. Et sinon, des fois, le week-end, moi, je fais des casse-têtes, tu sais, les casse-têtes en bois, là. J'ai découvert Ouais. ça il y a 2 ans. Oh là 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 là. Et je regarde même des vidéos de personnes qui font des casse-têtes. Ouais, Genre regarde, Fabien Olicard. regarde Fabien Olicard et J'adore ça. Et ça, tu vois, bah, je vais faire une soirée pizza, machin, je vais faire un casse-tête. Moi, je vais regarder une série. Enfin,
Je sais pas, pour moi, je trouve que c'est important dans mes loisirs de jouer. J'en ai besoin. Ça fait partie vraiment, au même titre que lire régulièrement. Pour moi, ça fait partie de mon hygiène mentale. Tu vois, si tu Mm. me dis, voilà, c'est quoi les activités en dehors de tout ce que je peux essayer de créer, machin, nan, nan. Mais ça, comment dire, c'est inconditionnel, enfin, des non négociables. Voilà. Mm. C'est des non négociables pour moi de faire des sessions de jeu régulièrement. Et d'ailleurs, quand je ne joue pas, j'ai l'impression que je deviens trop sérieuse, que je deviens chiante. Ouais. Ah, Je mais me je ne moi-même. peux que te comprendre, hein. Moi, j'ai une ludothèque là où il y a plus de 500 jeux, dont une bonne centaine qui sont à destination de mon fils, qui sont adaptés à son Mm. âge et tout. Puis tout le reste, c'est mes jeux, tu vois. Enfin, Ouais. et je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et justement, c'est une stimulation cognitive. Et de la même manière que tu disais que tu faisais avec tes potes tes soirées incendie. Pour moi, faire une soirée jeu avec des copains, c'est exactement la même chose. Ouais. Exactement la même chose. Il va y avoir la même stimulation intellectuelle, cognitive, sociale, interactionnelle en faisant une soirée jeu avec des copains. Et je me rends compte que beaucoup de personnes sont friandes de ça. Moi, mon job social, dans mes cercles interactionnels, mon job, c'est d'apporter des jeux. Quand, Voilà. quand, ouais, tu viens faire une soirée chez moi tel jour et tout ça, machin. On sera 7-8 et tout ça, machin. Ok, très bien. J'amène quoi? Bah, amène des jeux. Non, mais vas-y, tout le monde va amener un pack de bière, un truc, un machin. Mm. Qu'est-ce que j'amène? Non, mais amène tes jeux. Amène tes jeux. Voilà, c'est toi, tu fais la sélection. Ton rôle, il est là. Ce que tu apportes à la soirée, c'est ça. Et très souvent, c'est ce qui se fait. Euh, quand je vais même dans ma belle famille. C'est avec un cabas de jeu systématiquement et on se fait des jeux quoi. Ma famille, c'est un petit peu plus compliqué. Ma mère et ma soeur sont joueuses, mon père pas du tout. Mm. Donc, voilà, ça dépend. Mais, euh, Ouais. mais ouais, il y a cette stimulation là et, Et et tu c'est sais, bah, hyper j'ai important. adoré. Moi, qui regarde pas beaucoup, bon, je regarde pas du tout la télévision, à part bah, des séries, hein, comme tout le monde et tout, mais j'avais quand même pris un abonnement Canal+ quand ils ont fait le jeu du loup-garou, tu sais. Ouais, Oh. Mais moi, je l'ai trouvé génial. Et j'ai j'ai adoré. pas suivi ça moi. Mais tu vas trop aimer. Et donc, ils ont refait le jeu du loup-garou voilà, en version réelle. Dans Et nature. ouais, voilà, grandeur nature. Et j'ai adoré les profils. Donc, tu avais des journalistes, des mentalistes, acteurs, etc. Enfin, un ancien, je crois, de la DGSE. Et j'ai tellement aimé voir comment les gens collaboraient, se trahissaient, les biais cognitifs, la manière de réfléchir, etc. Enfin, je trouvais ça génial. Et je pense qu'il faudrait faire vraiment plus d'émissions comme ça, tu vois. Ah là 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 Bon, là. en Ouais. conclusion quand même, si vous êtes multipotentiel, euh, Jouer. jouez, exploitez votre curiosité comme une ressource et pas comme un frein. Mon petit conseil perso par rapport à mes propres expériences, c'est n'essayez pas d'endiguer, enfin d'arrêter le flot de votre curiosité, de vos pensées, mais plutôt de les canaliser dans un objectif créatif ou dans un sujet à explorer. Ma chère Esma, on va pas tarder à s'arrêter. Puisque bah, ça fait déjà presque 1 heure et demie qu'on est en train C'est même pas vu le temps d'enregistrer. passer. Et je me suis Ok, mis la limite pour Terra Incognita à 90 minutes d'enregistrement. tu as raison. Sinon, En ça tout ne cas, s'arrête pas avec exactement. On peut passer des heures et des heures à discuter de tous ces sujets-là. Moi, j'invite tous nos auditeurs et toutes nos auditrices bah, à venir découvrir ta page LinkedIn notamment et surtout le projet Acropolia. Tous les liens seront mis dans le descriptif du podcast que vous pourrez retrouver sur Podcastic, sur toutes les plateformes
de podcasts aussi, ainsi que sur le site internet de Theratypique, sur mon site internet personnel. Peut-être que voudras le mettre aussi sur ton Trop site. plaisir. Voilà, tu fais ce qui te plaira et ce qui t'intéressera de cet enregistrement. Merci mille fois d'être venu partager ce temps d'échange avec moi pour ce deuxième épisode de Terra Incognita. C'était un Merci. immense plaisir. On reste à l'affût des évolutions d'Acropolia. Euh, je suis assez proche du projet et je peux vous dire à vous tous et toutes qui nous écoutez que c'est vraiment le Poudlard numérique de demain. Et j'ai hâte de voir les portes d'Acropolia Academy ouvrir au grand public et voir ce que ça va donner. C'est un super projet. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci aussi à toi pour ce que tu fais parce que tes projets aussi sont tellement intéressants et tu as tellement apporté à la société, à ton entourage et voilà, aux gens qui te rencontrent. Et voilà, tu es un profil extrêmement inspirant. Et donc, c'était une grande chance pour moi d'être là aujourd'hui. Merci infiniment. Prenez soin de vous, tous et toutes qui nous écoutez. Et à une prochaine fois pour un nouvel épisode, une nouvelle expédition de Terra Incognita. Au revoir. Terra Incognita, c'est plié pour aujourd'hui.